Monsieur Messon, je précise à nos auditeurs que vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne, la Syrie qui reste toujours à la une de l'actualité régionale et internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment voté à l'unanimité l'envoi des observateurs en Syrie et parallèlement à cette décision qui a été saluée par l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe, l'Union européenne et les États-Unis ont adopté un geste tout à fait différent en adoptant de nouvelles sanctions contre la Syrie. Comment expliquez-vous en fait ce geste du Conseil de sécurité et cette attitude contradictoire de l'Europe et des États-Unis? Et je pense que tout le monde est en train de faire du cinéma dans cette affaire parce que aucune des décisions qui est prise n'a en fait d'importance réelle. L'Union européenne, par exemple, décide discute de sanctions, mais quelles sanctions tout ça n'a aucun impact sur la réalité. C'est de la gesticulation. Alors qu'on les adopte, qu'on les adopte pas, ça ne change rien. Pour ce qui est de l'action des Nations Unies, bon, ils ont déployé déjà quelques observateurs. Ceux-ci ont commencé à se promener dans le pays, à constater que effectivement il y a pas de grande manifestation, il n'y a pas de massacre, et on recommence le même jeu. Alors quand les observateurs se déplacent, tout d'un coup on voit arriver 40 personnes qui vont se mettre à faire quelques images dans une apparente manifestation, comme s'il s'agissait de quelque chose de nombreux, alors que c'est juste quelques acteurs. Voilà, et on diffuse ça à l'étranger pour continuer à maintenir la fiction à laquelle on a assisté. Moi, je ne vois rien d'important dans tout ça. Et puis, nous assistons en même temps dans le pays à quelques événements. Alors, il y a quelques heures, une explosion sur la place Marja en face du centre culturel iranien. C'est exactement dans le centre, la place historique du centre de Damas. Eh bien, les gens qui ont fait ça n'avaient pas de gros moyens. On nous avait, j'allais dire, habitués à des attentats assez spectaculaires qui ont commencé par des tirs au RPG, et puis après on a eu des voitures piégées, des kamikazes qui ont commis des dégâts considérables, tuant à chaque fois des dizaines et des dizaines de gens. Puis là, c'était juste un colis piégé posé devant une porte. Vous voyez, c'est vraiment rien du tout. Voilà, les choses évoluent de manière, je dirais, très, très positive, puisque la violence décroît, et en même temps, on continue à maintenir une sorte de fiction qui est plus pour la galerie qu'autre chose. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent, surtout en fait du côté russe, que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et certains pays de la région, et plus particulièrement l'Arabie Saoudite et le Qatar, vont tout faire pour faire échouer la mission de l'ONU en Syrie? Mais je pense qu'ils ont déjà commencé et que là, on reproduit la chose que l'on avait vue avec la mission des observateurs de la Ligue arabe. Si vous vous souvenez, quand les grandes puissances et leurs alliés du Golfe avaient demandé cette mission d'observation, ils l'avaient composée eux-mêmes. Ils avaient mis à la tête de la mission un général soudanais qui avait réalisé la paix au Darfour, et on disait que ce général allait être prix Nobel de la paix, etc. Ils avaient amené avec lui des experts des différents pays membres de la Ligue arabe, donc impossibilité de contrôler ce qu'ils allaient faire puisqu'il y avait trop de nationalités différentes. Et puis dès qu'ils ont eu les premiers rapports d'étape indiquant que non, il n'y avait pas de révolution et de répression ici, que c'était autre chose qui se passait. Alors du jour au lendemain, ils ont dit « Ah, mais le général al-Dabi ne mérite pas le prix Nobel de la paix, mais c'est un criminel de guerre. Les experts que nous avons envoyés, qui sont tous des officiers supérieurs et des diplomates de haut niveau, n'ont aucune compétence, etc. » Donc là, on peut craindre qu'il se passe vraiment la même chose avec les observateurs des Nations Unies, où, comme ils ne voient pas
ce que l'on veut faire croire au reste du monde, on va chercher à les discréditer. Et la première étape, c'est de dire qu'ils n'ont pas les moyens de circuler, qu'ils sont pas assez nombreux, etc. Donc ça, c'est déjà commencé. Mais vous êtes sur place. En fait, le plan proposé par Kofi Annan prévoit, entre autres, en fait, de l'instauration d'un dialogue national. Où en est le processus, M. Mason? Eh bien, le dialogue national, en fait, il n'a absolument pas changé avec Kofi Annan parce que les gens qui voulaient discuter avec le gouvernement le faisaient déjà depuis un moment. Et ceux que Kofi Annan devait convaincre refusent toujours le moindre début de négociation. Mais alors, il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur place et que un peu personne n'attendait, c'est qu'il y a de nouvelles exigences qui apparaissent dans la population. Jusqu'à présent, on avait une opposition politique qui correspondait à certains leaders, à certains courants de pensée qui n'étaient pas organisés en partis politiques reconnus, mais maintenant c'est fait et ils se présentent aux élections législatives. Et puis, on voit maintenant quelque chose qui émane de la société civile, donc des groupements associatifs qui à la fois soutiennent le régime et dans cette période difficile se sont montrés très nationalistes face à l'agression étrangère et qui en même temps posent des exigences très fortes en termes de limogeage de plusieurs personnalités de ce régime qu'ils jugent soit corrompues, soit brutales. Et donc, voilà, c'est une nouvelle forme de contestation tout à fait inattendue, mais extrêmement pacifique et qui certainement va obtenir des résultats.